Thierry Bircoulon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Le M23 soutenu par le Rwanda, c'est l'accusation du gouvernement congolais. Quel est le faisceau d'indices, peut-être, directement et de façon assez abrupte, qui permet de le penser ? Premièrement, comme votre rétrospective historique l'a montré, les liens sont historiques. On parlait du CNDP dans votre reportage et du M23 avant, en 2012. Et à cette époque, en effet, le M23 a été soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Et donc il y a ce premier lien historique. Le deuxième, il est géographique, c'est-à-dire que le bastion du M23, d'où ils ont lancé leur offensive, est à la frontière entre le Congo et l'Ouganda, est très proche du Rwanda. Et en fait, les services ougandais et rwandais ne peuvent pas ignorer ce que fait le M23, et notamment quelle est sa ligne d'approvisionnement logistique qui passe nécessairement par là. Donc c'est ça les principaux indices qui tendent vers cette conclusion. On ne peut pas ignorer la ligne d'approvisionnement logistique. En revanche, personne ne sait officiellement comment est financé ce mouvement. Oui, bien sûr, oui. Ça fait partie en effet de tous les mouvements armés dans l'est du Congo. Il y en a plus de 120 et leurs financements en effet sont pour certains bien connus puisqu'ils sont documentés par les Nations Unies. En ce qui concerne le M23, c'est un mouvement qui a, comme le disait votre reportage, eu son heure de gloire entre guillemets en 2012 et 2013, après qui a plus ou moins disparu de la scène congolaise. Ces troupes ont été en Ouganda, au Rwanda, etc., ont disparu un peu dans la nature et ont ressurgi il y a quelques mois, en effet, pour relancer une offensive dans la même zone et sur le même axe qu'ils avaient fait en 2012 et avec apparemment la même intention qu'en 2012, c'est-à-dire prendre peut-être la capitale du Nord Kivu, Goma. Alors, quel serait l'intérêt du Rwanda à déstabiliser l'est de la RDC ? Disons que je crois qu'on ne peut pas parler de déstabilisation, mais plutôt du maintien d'une zone d'influence militaire par le Rwanda, qui est la constante de sa politique à l'égard des Kivu, et plus particulièrement du Nord Kivu, qui est vraiment la province qui est accolée au Rwanda. Et donc, il a toujours mené une politique après son désengagement de l'armée rwandaise il y a maintenant plus de 20 ans, il a toujours mené une politique de zone d'influence par l'intermédiaire de groupes armés. Et donc, ça a été le CNDP, et puis après le M23, alors, et d'autres d'ailleurs. Le M23 n'est pas le seul. Je précise ma question. Quel est l'intérêt de garder une zone d'influence au Nord Kivu ? Kigali, premièrement, considère qu'il y a des groupes armés hostiles qui sont au Congo, les FDLR, et ils ont réitéré cette position lors du sommet de Malabo qui s'est tenu ce week-end, où il y a eu des discussions, où la question de l'offensive dont on parle actuellement a été discutée au sein de l'Union africaine, et donc ils ont réitéré le problème de la sécurité avec ce groupe armé des FDLR qui est toujours là, mais qui est un problème qui est très largement surestimé, puisque les FDLR ne représentent pas une menace très significative. L'autre raison, qui est sans doute plus importante, c'est en effet le contrôle de certaines zones et de certaines ressources naturelles via des groupes armés qui servent en fait de sorte de gardiens ou de milices pour contrôler des zones où il y a des échanges commerciaux importants. Vous parlez des zones où il y a des minerais. Où il y a des minerais, mais aussi où il y a du bois. Enfin bon, la fraude de minerais a été très documentée entre la RDC et le Rwanda, a été très documentée depuis de nombreuses années, donc ça c'est bien connu. Mais il y a aussi des questions de bois, d'autres ressources naturelles qui se posent. Alors depuis l'arrivée du président Tshisekedi, il y a eu un rapprochement diplomatique entre les deux pays, rapprochement contre l'opinion publique congolaise d'ailleurs. Quel est le risque d'entrer dans une escalade verbale entre les deux pays ? Est-ce que finalement c'est pas faire le jeu peut-être de ceux qui n'ont pas d'intérêt à la paix dans cette région ? La question, c'est qui est-ce qui a intérêt à la paix dans cette région, puisque le conflit dure depuis maintenant 3 décennies. Je vous la pose justement, excellente question. Je pense qu'il y a très peu d'acteurs de la région qui ont intérêt à la paix dans cette zone. C'est pour ça que le conflit dure. Et c'est un conflit qui est devenu un conflit surtout économique, c'est-à-dire qui constitue une rente
pour un certain nombre d'acteurs et cette rente est payante. Mais sur le M23, je crois il faut voir deux choses pour comprendre un peu pourquoi cette rébellion revient maintenant après 10 ans. Premièrement, ça fait 10 ans, donc c'est un peu la célébration d'un anniversaire tragique. Si vous reprenez Goma en 2022, après l'avoir pris en 2012, ça serait clairement le signe que rien n'a avancé dans les Grands Lacs et qu'on continue à tourner en rond. Et je pense que c'est très lié aux négociations qui ont eu lieu à Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés, dont le M23 a été exclu. Et donc sa nouvelle offensive est une façon de se réinviter à la table ou de forcer une invitation à la table des négociations, puisque ce qu'il y a derrière ces négociations, c'est aussi une intégration des groupes armés dans l'armée congolaise. Et donc voilà, et le M23 recherche cette intégration. Et je pense que du côté de Kigali, il y a aussi une inquiétude de l'influence kenyane, puisque ces négociations ont eu lieu à Nairobi et qu'on voit que le Kenya est de plus en plus actif et qu'il y a un axe entre Nairobi et Kinshasa. Et donc dans le cadre d'un jeu de la géopolitique régionale, je pense que Kigali est aussi en train de réindiquer à Nairobi et aux autres acteurs qu'il est un interlocuteur essentiel dans la zone. Alors, une toute dernière question, il nous reste très peu de temps. Vous disiez qu'il n'y avait pas d'intérêt ou peu d'intérêt dans la région à la paix. Vous voulez dire côté congolais et côté rwandais, des deux côtés? Je veux dire dans toute la région, c'est-à-dire je parle aussi de l'Ouganda, je parle aussi du Burundi, et puis sans doute peut-être au-delà. Vous savez, il y a 20 ans, il y a eu un rapport que tout le monde a oublié, qui s'appelait le rapport Kassem, qui disait que ce qui se passait dans l'est du Congo était, en fait, le conflit qui avait lieu était dû à une exploitation illégale des ressources naturelles par des réseaux d'élites transnationaux. Voilà, tout était dit il y a 20 ans déjà. Thierry Viercoulon, chercheur à l'IFRI, Institut français des relations internationales, merci à vous pour cet éclairage.